Dominique Simonet, soutien problématique, diriez-vous, comme disent certains commentateurs, pour l'ancien président des États-Unis, candidat à sa réélection? Ah non, moi je pense que Elon Musk pour Donald Trump, c'est un trophée, c'est quelqu'un, c'est un allié de choix, c'est quand même l'homme le plus riche du monde. C'est celui qui maintenant adoube totalement Donald Trump dans son discours libertarien, à la fois pour le free speech, la liberté d'expression, mais en même temps avec des valeurs traditionnelles. C'est un peu les contradictions des conservateurs libéraux aujourd'hui. Il a donné 75 millions de dollars dans la campagne de Trump déjà. Et puis c'est un génie c'est évidemment un génie de l'innovation. Regardez, souvenez-vous, il y a quelques jours, cette fusée qui revient maintenant, qui revient sur Terre, les fusées réutilisables, ça bouleverse totalement le business spatial. La NASA dépend d'Elon Musk. Il y a son réseau X qui est un réseau extrêmement influent. Il vient de lancer une loterie aussi, on en avait parlé, où il propose tous les jours 1 million de dollars aux gagnants et d'une certaine manière, il achète des voix en donnant 45 dollars à chaque personne qui va signer sa pétition, 100 dollars en Pennsylvanie, uniquement dans les États clés. Donc il y a une force de frappe d'Elon Musk qui est considérable. Alors ce qui est un peu plus inquiétant, en revanche, c'est ces liens qu'on découvre de plus en plus, comme ceux de Donald Trump d'ailleurs, avec la Russie de Poutine. C'est sa manière de faire de la politique internationale, où il a une influence, notamment avec son réseau Starlink, sur l'Ukraine et apparemment sur Taïwan aussi. Négocier, semble-t-il, il faut encore que tout ça soit vérifié, enfin ce sont des informations du Wall Street Journal, négocier, semble-t-il, avec la Russie. Donc il y a un certain nombre de problèmes de sécurité nationale qui se posent avec ce monsieur, et sans doute aussi de conflits d'intérêts, puisque Donald Trump veut lui confier une commission qui contrôlerait l'administration publique. Or, on sait que toutes ces entreprises sont soit financées, soit ont des crédits d'impôt, soit très engagées avec le gouvernement fédéral. Donc, il y a un certain nombre de collusions à la fois à l'intérieur et à l'extérieur qui sont véritablement problématiques. Mais ça ne l'empêche pas d'être un soutien important pour Donald Trump en ce moment. Oui, toujours plus soutien économique, médiatique. Regardez ce qu'il disait chez Tucker Carlson, présentateur américain bien connu qui a officié sur Fox News, c'était le 7 octobre dernier. Voilà ce qu'il dit: si nous perdons, je suis clairement dans la merde. Combien de temps pensez-vous que je vais passer en prison? Je ne sais pas quand je vais revoir mes enfants. Je n'ai pas arrêté de dire du mal de Kamala Harris. Une forme de quoi? De lucidité, Guillaume Moda. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans cet extrait... Il n'ira pas en prison, hein, non, si non, Kamala a été élue. On est d'accord. Point, ça a été dit sur un ton extrêmement goguenard entre Tucker Carlson, qui est vraiment l'égérie de tout ce que comptent les États-Unis de populistes, hein, si je puis dire. D'ailleurs, c'est lui, Tucker Carlson, c'est plutôt Elon Musk qui avait offert à Tucker Carlson un média pour son interview qu'il avait fait de Poutine. Donc on voit une espèce de triumvirat là, qui s'est constitué autour de Trump. Poutine, Tucker Carlson et Elon Musk. Et puis bon, deuxième point, il y a une petite chose, c'est vrai qu'avec cette loterie et ces 100 dollars qu'il distribue à toutes celles et ceux qui d'abord remplissent ce questionnaire, puis ce million de dollars qu'il offre, hein, il offre à peu près 45 millions de dollars par mois à la campagne Trump, donc ce qui est énormissime. En effet, ça fait peser des soupçons d'achat de voix et de concurrence qui seraient délictueuses, mais le temps de la justice aux États-Unis n'est pas celui du temps de la politique. L'élection américaine, c'est dans 9 jours. Oui, effectivement. Et aux spécialistes de politique française, pardonnez-moi, je ne peux pas faire cette parenthèse, mais quand on sait à quel point le financement des campagnes Frédéric Delpech est encadré, c'est vrai que ces chiffres donnent le tournis, et ces méthodes également. Hein. On ne peut pas comparer, parce que aux États-Unis, on connaît les montants des campagnes. D'ailleurs, Kamala Harris a des montants parfois même supérieurs à ceux de Donald Trump en termes de financement. Ça a été sans doute aussi une des causes du retrait de Joe Biden un peu précipité. Il y avait un tarissement du financement de la campagne, et c'est sans doute l'argument qui a pesé pour que Joe Biden renonce à l'élection présidentielle, parce que les financements se tarissaient. Donc les sommes sont considérables, bien sûr, pour les campagnes américaines. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas le même encadrement. C'est complètement disproportionné. Et donc, les électeurs américains ne sont pas du tout sur... je ne pense pas que ça pèse pour les électeurs américains, cette considération de montants qui paraissent considérables. On est à 1 milliard dépensé là. 1 milliard de dollars. Hein. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire des élections. Campagne de
campagnes des deux côtés, confondues. 1 milliard de dollars Alexandre dépensés, Malafaille, ces chiffres vous inspirent Oui, qu'on n'est pas dans le même pays, ça c'est très clair. Voilà, on ne joue pas avec les mêmes partis, les mêmes armes, c'est pas non plus les mêmes modèles. C'est-à-dire que la politique américaine, elle a quelque chose de beaucoup plus ancré sur le business, quand même. Donc il y a quand même un financement par intérêt des uns ou des autres. Voilà, c'est des approches qui sont extrêmement différentes de celles que l'on a, mais c'est très pragmatique. C'est-à-dire que derrière, tout ça n'est pas fait uniquement pour dépenser son argent. C'est que derrière, il y a des vraies stratégies, il y a des vraies visions, il y a des vrais projets, il y a des vrais retours sur investissement aussi. Et après, je trouve que le fait qu'il ait réussi à vraiment rallier Elon Musk pour Donald Trump, c'est une vraie chance. Oui. Ça apporte beaucoup de crédit. Elon Musk, c'est un peu le rêve américain. Et ça parle énormément des lecteurs et d'Américains. Et surtout, c'est concret. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez Taylor Swift, c'est bien, c'est la culture, c'est très bien, mais c'est beaucoup moins concret. Là, vous avez quelqu'un qui est un faiseur, qui envoie des fusées dans l'espace, qui décide de racheter X, Twitter à l'époque, 45 milliards de dollars, je fais un chèque et puis on y va. Un type qui a quand même fait Tesla, qui était dans l'avant-garde par rapport aux voitures électriques. Donc ce type-là, il est quelque chose, il incarne une capacité à faire, à délivrer, il est une promesse. Donc finalement, il dit voilà, avec des gens comme ça, on va y arriver. Ça donne de la crédibilité à Donald Trump, qui a été quand même très lâché par beaucoup de républicains quand même autour de lui. Mais là, il a des gens qui sont l'avenir, alors que ceux qui l'ont lâché, c'est le passé. J-9, je le rappelle, avant cette élection présidentielle américaine. Un système électoral aussi pas toujours très simple à comprendre. On va se pencher avec vous, Kady, sur ces swing states qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle. Qui a l'avantage dans ces étapes pivots? On en compte 7. Exactement. Et quels sont les enjeux? Oui, alors justement, Marie, concrètement, regardez bien cette carte pour bien comprendre de quoi on parle. Ces États clés, donc il y en a 7, vous l'avez dit. Donc le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Pennsylvanie. On va s'y arrêter un moment, parce que la Pennsylvanie des 7, c'est celui qui pèse le plus lourd comprenez en nombre de grands électeurs, 19 à la clé. Cet État, c'était le faiseur de roi en quelque sorte en 2020 en faveur de Joe Biden. Et en 2016, cet État avait souri à Donald Trump. C'était d'autant plus incroyable à l'époque que depuis 1988, aucun candidat républicain ne l'avait emporté. Actuellement, c'est extrêmement serré. Donc, regardez bien ce sondage du jour de 538 que publie le New York Times. Avantage à Kamala Harris, d'à peine un point devant Donald Trump. Tout est extrêmement serré. On va voir dans le Wisconsin, c'est environ le même score. Mais cette fois, moitié moins de grands électeurs. Là, seulement 10 à la clé. Pour autant, il ne faut surtout pas minimiser l'importance de cet État. Et ça, les deux candidats l'ont très bien compris. L'importance du Wisconsin dans la course à l'investiture 2024 est soulignée par le fait que les Républicains, ils ont choisi Milwaukee comme lieu de leur convention de nomination en juillet dernier. C'était le 15 juillet. N'oublions pas non plus, Marie, que le Wisconsin a été le lieu du premier meeting de Kamala Harris. Le tout premier meeting, quand Joe Biden a jeté l'éponge, c'est là qu'elle s'y est rendue. Symbole en leur importance. Exactement. La démocrate devant son adversaire républicain d'un peu plus d'un point actuellement dans un autre État, le Michigan. Ils y étaient tous les deux hier, Donald Trump et Kamala Harris. 49% des intentions de vote pour Kamala Harris contre 48% à Donald Trump. Donc cet État, il compte 15 grands électeurs. Le Michigan, c'est Détroit. Et Détroit, c'est le cœur de l'industrie automobile. Ça, on ne le dira jamais assez. Ça fait une question extrêmement prioritaire pour les électeurs des régions qui sont autour. La guerre au Moyen-Orient, elle touche aussi cet État, il faut le souligner. Cette population arabo-américaine des États-Unis, elle est principalement dans cet État du Michigan. Les candidats, ils se concentrent donc sur la moitié de l'industrie automobile, sur la grande industrie automobile de cet État, ainsi que sur les questions nationales, comme je vous disais, l'immigration, l'économie. Autre État où Kamala Harris a un léger avantage, là aussi à peine un point de plus que Donald Trump, c'est le Nevada. 6 grands électeurs dans le Nevada pour cet État qui comprend Las Vegas. Les deux partis ont tenté de séduire les électeurs de la classe ouvrière de l'État en s'engageant notamment, ça c'est pour Donald Trump, vient de supprimer, vous savez, les taxes sur les pourboires. Kamala Harris, elle a promis d'augmenter le salaire minimum fédéral pour ses couches moyennes. Je rappelle que là-bas, l'État du Nevada a le taux de chômage le plus élevé des États-Unis. 5,5% environ, Marie. Le chiffre qui continue de faire rêver certains pays européens. Concernant les swing states, justement, où c'est Donald Trump qui est actuellement devant Kamala Harris? Alors d'abord, il y a la Caroline du Nord. Très léger avantage là aussi, à peine un point pour le républicain, mais tout de même. Caroline du Nord, c'est 16 grands électeurs à la clé, Marie. Alors, la Caroline du Nord, c'est le seul État clé que Donald Trump avait remporté en 2020. Alors, autant dire que si les démocrates l'emportent, ça va être très difficile pour Donald Trump en Caroline du Nord. Cet État, d'habitude, il est plutôt acquis aux républicains. Bien qu'en 2020, les démocrates avaient quand même presque réussi à le remporter, en partie grâce à l'électorat noir de cet État. C'est un électorat qui est encore très ciblé cette année. Avantage à Trump également,
en Géorgie. Plus d'1 point d'avance sur Kamala Harris dans cet État, qui compte aussi 16 grands électeurs. Et c'est un État qui sera très scruté, Marie, parce que, contre toute attente, aucun État clé n'a autant penché en faveur des démocrates en 2020 que cet État de Géorgie. C'est un État qui a pourtant une solide base républicaine. Enfin, dernier État clé, c'est l'Arizona. L'Arizona, Trump est légèrement en tête. Regardez là aussi. 11 grands électeurs en Arizona à décrocher. L'Arizona, c'est le seul État clé qui se trouve le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et le fameux mur. Et voilà, et environ 1 électeur sur 4 est latino-américain, à suivre donc de très près cet État si Donald Trump ne l'emporte pas, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de manifestations pro-Trump lors de l'élection, entre guillemets, volée, des termes qu'avait utilisé Donald Trump face à Joe Biden. Merci beaucoup, Kady Adoum-Douast. Guillaume, dire que cette élection est peut-être la plus serrée de l'histoire qu'on ait jamais pu commenter. Est-ce que c'est un excès de langage, une facilité, ou c'est une réalité? Absolument pas, c'est la réalité, notamment dans les 2 États qu'a cité Kady, donc l'Arizona et la Géorgie, où dans ces 2 États, ça s'est joué à 10-12 000 voix près. Et la Géorgie, c'est extrêmement important. Il est vital pour Trump, la Géorgie, dans son chemin vers la Maison-Blanche et dans les grands électeurs qu'il faut avoir, c'est-à-dire 270 grands électeurs pour être sûr d'arriver à la Maison-Blanche. Je vous donne un ordre d'idée. Il a déjà dépensé 96 millions de dollars, Trump, dans cet État. Il y revient. Ouais. Ça fera 3 fois en moins de 10 jours qu'il y reviendra à Atlanta en particulier. Et Kamala Harris, elle a dépensé 125 millions de dollars dans cet État. Et c'est là qu'elle avait réuni les grandes stars, Springsteen, Obama, etc. C'est crucial, c'est fidèle. Et c'est cet État qu'il faut regarder.